J'ai le plaisir de modérer ce panel qui a trois intervenants très très différents. Mais il y a un fil conducteur qui est le prise de risque. Même Airbus prend de risques dans le spatial. Ce n'est pas uniquement claquer l'argent du contribuable vers les industriels. Airbus prend des risques et on va... Et puis, on a une petite start-up qui est que de risque apparemment, mais on verra ça, qui finance combien. Et puis, on a un gouvernement qui prend de risques. Jean-Jacques Dordain n'est pas luxembourgeois, mais il travaille maintenant pour une ressources luxe. Spaceresources.lux, qui est une chose assez intéressante, imaginée, menée, financée par le gouvernement luxembourgeois, notamment un député Premier ministre avec beaucoup d'énergie, M. Schneider, qui est partout, et qui veut faire en sorte à ce que les bonnes idées arrivent en Europe, notamment en Luxembourg, et non pas uniquement en Californie. Il était en Californie récemment, il récolte les financements aux États-Unis et à New York. Et le gouvernement luxembourgeois a garanti un certain niveau de financement, y compris de joindre le capital de quelques sociétés qui sont actives aux États-Unis, qui maintenant ont des implantations en Luxembourg à cause de cette initiative. Et Jean-Jacques Dordain, un des trois administrateurs, c'est ça, qui a un Chinois, 5 maintenant. Il a commencé avec un Américain, un Européen et un Chinois. Tout est bien planifié en Luxembourg. Mais on va commencer par ThrustMe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a entendu parler de ThrustMe? Bon. Ça fait pas beaucoup, ça fait une petite minorité. Donc Anne, vous avez la parole. En 5 minutes, dites-moi ce que vous êtes, ce que vous faites, et vous en êtes où avec la commercialisation de cette bidule-là? D'accord. Merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Anna Arnesland. Je sors de recherche de l'École polytechnique et CNRS. Je passais 10 ans dans le CNRS. Et pendant ces 10 ans, on a innové dans les types de moteurs des satellites. Parce qu'il y a 5 ans, on a vu que les satellites étaient en train de miniaturiser. C'est une grosse révolution. Mais en fait, ça manquait les moteurs. Et les gens qui travaillaient sur ce type de moteur prennent les gros moteurs des satellites électriques et ils miniaturisent. Et en fait, là, les grands industriels ont vu qu'il y a un gros frein technologique pour miniaturiser les moteurs qui existent. Donc, c'est aussi les chercheurs qui travaillaient sur les nouveaux concepts, mais complètement nouveaux. Et quand c'est un concept très nouveau, on a aussi le problème d'enfants 10 ans, ça ne marche pas. Donc notre stratégie, c'est de coupler les moteurs électriques qui existent aujourd'hui avec les technologies qui viennent de semi-conducteurs. Et avec ça, on a fait une grosse innovation sur la miniaturisation des moteurs. Donc aujourd'hui, on a un moteur qui est 40% plus petit que nos compétiteurs des États-Unis. Et il a aussi plus de performance, même s'il est plus petit, dû à notre innovation dans l'accélération. Et quand j'étais chercheuse, j'ai dit, en fait, c'est trop beau notre techno, on ne peut pas rester juste chercheur et développer ça pendant 10 ans avec les étudiants. Donc j'ai pris la décision de sortir et me transformer en entrepreneur au lieu de chercheur. Et on a financé on a créé TrustMe en janvier et maintenant on est 7 personnes et on est en train de recruter. 2017 ou 2016? 17. On a créé cette année, okay. En janvier. Et aujourd'hui, on va signer le contrat et on a levé 1,7 million d'euros. Comment ça aujourd'hui? Aujourd'hui même? Aujourd'hui. Donc c'est un grand jour aujourd'hui. Et vous êtes les premiers à savoir. donc et avec les financements aussi de l'État, on a 2 millions d'euros pour commencer en total pour l'industrialisation. 2 millions de qui? Non, on a 2 millions en total avec l'État et les investisseurs privés. L'État français?
Français. Mais quelle antenne? C'est le BPI France qui nous finance aussi, avec les investisseurs privés. Et donc avec le financement, Avec ce financement, le but c'est d'avoir un vol avec les clients d'ici 1 an, 18 mois. Ça dépend aussi de nos clients. On est en train de discuter avec pas mal de clients d'Europe et des États-Unis. Il n'y a aucun contrat qui est signé, donc je ne vais pas dire qui on est en train de discuter avec. Mais on espère d'avoir un vol d'ici 18 mois. c'est peu de temps. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est peu de temps. Ok. Et voilà, donc ça c'est 40%, montrer à tout le monde, ça c'est 40% moins Que en énergie, en volume. en taille et en poids. En taille et en poids. Et la chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il est beaucoup moins complexe d'intégration dans les satellites. Donc quand on commence à faire le mass production, c'est très important, pas que avoir un petit moteur, mais un moteur qui est facile à fabriquer et intégrer dans les structures des méga-constellations. Et ça, c'est notre but parce qu'on est en train de penser à la mass production pendant le développement, on peut éviter tout qui est trop complexe. Et chaque fois quand nos équipes de R&D pensent trop complexe, on dit non, on ne va même pas les regarder parce qu'on ne peut pas produire assez vite. Okay. Je ne sais pas combien dans la salle sont au courant de ce qui se passe dans le marché, mais le marché des tout petits satellites, quelques kilogrammes, à peu près, les CubeSats est en plein essor maintenant. Il y a des centaines. Les Indiens ont lancé 104 il y a quelques mois, ça c'est le record, mais il y a beaucoup d'autres qui arrivent. La plupart de ces satellites sont intentionnés pour l'orbite basse. Ils ont une durée de vie de quelques années, pas plus. 7 mois en fait. 7 mois quoi? Et leur durée de vie naturelle des satellites qui est lancé de ISS, ils sont 7 mois. L'ISS, oui, mais le PSLV, etc., ça dépend de l'orbite. Ouais. Donc, et il y a, dites-moi un peu sur le marché, parce qu'il y a des gens en Californie qui disent on veut itérer un nouvel design chaque année. Et si le satellite dure trop longtemps, ça devient obsolète. Là, vous allez les aider à durer plus longtemps. Oui. En fait, on va aider à durer plus longtemps, pas 25 ans comme avant, parce qu'on veut quand même développer les nouvelles technologies, mais c'est important d'augmenter les durées de vie de 7 mois à autour de 200, 300 jusqu'à 5 ans. Les choses qui est plus important aussi, c'est qu'on peut le permettre à voler plus bas, avec une durée de vie plus haut. Donc, si tu as une petite satellite qui est plus bas, tu as une résolution mieux avec les caméras plus petites. Si tu es en altitude beaucoup plus haut, ton caméra doit être plus grande aussi. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour les petits satellites avoir une orbite très basse avec un moteur qui te laisse avoir une durée de vie élevée dans une orbite basse. Donc, plus basse que 400 km? On est en train de regarder si on peut être plus basse. Ok, alors vous discutez il y a plusieurs sociétés en Europe qui débutent les lignes de fabrication de petits satellites. Il y a une tonne aux États-Unis, notamment en Californie. Oui. Vous en êtes où avec les Américains, les Allemands, les Français, les Suédois? On discute avec les différents clients un peu partout dans l'Europe et aussi en États-Unis, en Californie. Mais puisqu'on est là pour le tribune, donc c'est une question de business, vous discutez avec les clients qui risquent d'acheter des satellites ou avec les gens qui font les plateformes de satellites? Les plateformes satellites. Donc nous, nos clients à nous, c'est les satellite integrators. Mais bien sûr, il faut aussi parler avec les gens qui vont acheter les satellites pour savoir quel type de mission ils ont besoin. Mais nos clients, c'est les satellite integrators. Ok. Et ça, en principe, il y en aura 2 par satellite ou un seul? Ça dépend de taille. Donc c'est un pour les tout petits, c'est plusieurs pour
pour type plus que 50 kilos, on peut commencer d'avoir plusieurs. Mais notre technologie est scalable. Donc ça, c'est notre premier produit. Ouais, voilà. Il est scalable, donc ça, c'est notre premier produit. Mais on a de différentes tailles aussi. Et c'est très facile à le scaler. Et dans le futur, c'est aussi un moteur qui est un moteur agri classique, qui est la même taille qu'un moteur agri classique. Sauf qu'il est beaucoup moins complexe. Okay. Et il donne 2 fois plus de poussée qu'un moteur agri classique. Donc votre approche vers un intégrateur de satellite est, voilà, on a une technologie, on a fait une démonstration au sol déjà. Oui, oui. Donc on n'est plus sur TRL 1, 2, 3, 4, 5. On a fait des tests à Onera avec le poussée et le poussée était comme prévu. Donc Onera peut porter témoin Absolument. de performance. Donc vous dites à ces sociétés, voilà, on veut être sur votre ligne de produits. Et puis c'est à vous de décider de chercher des clients, n'est-ce pas? Bien sûr. OK. Mais en fait, on a tellement de chance parce que c'est aussi des clients qui nous contactent parce qu'en fait, il y a un grand manque dans l'industrie pour les moteurs miniaturisés. Donc on est dans une situation où il y a un market-driven, c'est le marché qui a besoin de ces moteurs et c'est pour ça qu'on sort de labo de recherche parce qu'on a vu que c'est vraiment une chose qu'on ne pousse pas vers le marché, c'est le marché qui a un manque de ce produit. Donc j'allais dire que 1,7 million, c'est pas beaucoup, mais apparemment c'est tout ce qu'il vous faut. Vous avez un design, vous avez les cautions d'Onera, vous avez les billets d'avion pour visiter les intégrateurs, et maintenant il reste... En fait, notre force, c'est qu'on est basé sur... Donc pendant 10 ans, j'ai développé un labo de recherche à École Polytechnique où j'ai développé beaucoup d'expérimentation. Et on garde cette labo dans le start-up. Donc on n'a pas besoin de développer toutes les infrastructures parce que ça c'est déjà fait. Okay. Je n'ai pas entendu le mot l'Agence spatiale européenne ou CNES. Ils sont impliqués ou pas? Apparemment pas. Alors, en fait, c'est CNES, on commence à rentrer dans les fenêtres. Et on a maintenant une bonne collaboration avec les CNES. C'était pas comme ça dans le passé, parce que c'est une technologie qui est différente que les technologies qui étaient poussées par la France avant. Et bien sûr, ça c'est un peu compliqué politiquement. Mais maintenant, on a une bonne discussion avec les CNES et CNES a envie de nous soutenir. À la bonne heure. Mais jusqu'à maintenant, on n'a aucun financement. Donc il y a un concurrent français de cette technologie de petites moteurs ioniques pour les CubeSats? Non, c'est ça qui est compliqué. En fait, la France développe le moteur à effet de Hall. Oui. Et quand on arrive avec un moteur qui est basé sur une autre technologie, il faut aussi travailler sur les politiques de quel type de technologie est-ce qu'il faut soutenir en France. Ah, d'accord. Parce qu'on ne peut pas soutenir deux. Ben non, pas en France. Oui. Si, maintenant il commence à... les paroles sont... Vous n'avez pas besoin de l'Agence spatiale européenne ou le CNES à ce stade. Vous êtes là où vous devez être et maintenant c'est la commercialisation et... Absolument. OK. Et pourquoi vous n'avez jamais songé à aller en Allemagne ou en Suède ou en Angleterre où les startups... En Norvège oui, où les startups sont plus connus, plus nombreux Oui, mais je crois qu'en fait, en France, il y a un gros changement dans les cultures start-up et on est dans le début. Et je crois que pour moi, c'était très important de rester en France et faire cette start-up français et complètement français. Parce que quand j'arrivais en France et je rentrais au CNRS, je ne parlais pas français. Ce n'était pas évident que je vais rester ici
Et j'ai eu la chance de rentrer au CNRS, qui je trouve un système excellent. Pour des chercheurs, c'est un système excellent. C'est un poste pour la vie. Et avoir cette chance de rentrer au CNRS quand tu ne parles pas français, et ils donnent la confiance de oui, tu vas rester ici pour contribuer à la recherche française. Oui, mais ça, c'est en tant que chercheur. Maintenant, oui, maintenant, c'est mon obligation aussi. Donc, tous les brevets est fait via la période quand j'étais chercheur au CNRS. Les brevets appartiennent de CNRS et École Polytechnique. Et c'est mon devoir de valoriser ça avec l'École Polytechnique de CNRS. Okay. Donc, la propriété intellectuelle appartient à l'École Polytechnique. Oui. Et nous, on a les licences exclusives pour les valoriser. OK. Donc, d'ici un an, on doit avoir une nouvelle de ThrustMe, comme quoi vous avez signé avec GomSpace ou autre, pour une ligne de produits. Il faut savoir que la propulsion électrique pour les satellites, c'est vraiment à la mode. Et Nicolas Chem aussi d'Airbus ne va pas me démentir. Il vient de lancer son premier tout électrique, qui serait dans l'Occident, en tout cas le 5e en orbite. C'est-à-dire un satellite qui utilise la puissance électrique ionique pour aller jusqu'en orbite et puis pendant toute sa phase pour sa durée de vie de 15 ans. Mais pour les petits satellites, non. Non. Et qui est votre concurrent aux États-Unis? Les miens. Oui. En fait, on a de différents concurrents. On a deux startups on a deux startups des États-Unis qui a fait des gros levées de fonds, qui développent deux technologies très différentes. C'est un qui s'appelle Axion, qui sort d'MIT et qui est typiquement dans le même marché petit moteur. Après, pour les gros moteurs, parce que nous, on vise les méga constellations comme OneWeb, et là, on a plutôt les concurrents comme Busec, Facal, Airbus. Vous visez des satellites aussi gros que OneWeb? On vise OneWeb. C'est un système parfait pour OneWeb. D'accord. Mais c'est un peu tard pour OneWeb. C'est la deuxième génération. Deuxième génération OneWeb, ok. On va peut-être en parler de première génération avec Nicolas dans un instant. Mais je me tourne vers Jean-Jacques et cette initiative, cette démarche luxembourgeoise, fort intéressant, avec financement, avec beaucoup d'enthousiasme de la part de députés Premier ministre. Il y a un consensus en Luxembourg, c'est pas un grand pays, c'est peut-être plus facile que dans d'autres pays de trouver un consensus, mais il y en a autour de cette initiative, donc ça ne risque pas d'être tué avec un changement de gouvernement. Et il y a au moins deux sociétés, tu me corriges, deux sociétés qui sont sociétés numériques, 4 maintenant. Ça va beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Apparemment pas, mais dites-nous. Oui. Bon, les ingrédients de l'initiative du Luxembourg, c'est d'avoir, comme vous l'avez dit, un gouvernement qui est décidé. Et un gouvernement décidé, ça peut faire des miracles. Donc, et ils ont un objectif commun dans tout le gouvernement, c'est de transformer le Luxembourg en terre d'innovation. Et cette initiative de ressources de l'espace, ça s'inscrit dans cet objectif général. Donc il y a un gouvernement décidé. Il faut un cadre juridique parce que c'est un des soucis de tous ces investissements privés. Bon, je ne vais pas l'appeler ubérisation de l'espace, mais enfin, il faut un cadre juridique qui permette de cadrer toutes ces initiatives privées. Il faut bien entendu un écosystème scientifique. Et l'Université du Luxembourg est un écosystème scientifique et technique très intéressant où ceux qui vont s'installer au Luxembourg peuvent bénéficier de cette université et des étudiants qui y sont. Et puis il faut des finances.
Et donc, comme vous l'avez dit, le gouvernement du Luxembourg a mis 200 millions sur la table pour cette initiative, et ils sont en train de démarcher, et vous avez parlé des démarches du gouvernement du Luxembourg en Californie, la semaine dernière à New York, auprès d'investisseurs et de venture capital pour lever des fonds. Donc, ça, c'est les cadres. Avec ça, ils ont mis en place un groupe de vieux sages, dont j'ai été le premier. Ensuite, donc, il y a eu Pete Worden, l'ancien directeur de la NASA Ames, qui vient donc de la Silicon Valley, même s'il a été NASA, et puis le professeur Wouji, chinois. Et il y a deux membres luxembourgeois dans ce comité. Et ce comité, il est là pour essayer d'aider le gouvernement du Luxembourg à prendre les décisions d'investissement dans différentes startups. Bon, ça a généré un mouvement extraordinaire, puisque cette initiative, elle date d'à peine un peu plus d'un an. Elle a été annoncée le 3 février 2016, et depuis, j'allais dire, la loi est pratiquement là. Le vice-premier ministre Schneider a annoncé que cette loi serait adoptée avant l'été. Donc avant l'été, c'est dans peu de temps. Les financements sont là. Les premières startups sont là. Donc Deep Space Industry et Planetary Resources sont les deux premières qui se sont installées au Luxembourg en venant de Californie. Et comme je l'ai dit souvent, c'est tout de même, souvent c'est dans l'autre sens que ça se passe. Avoir deux entreprises californiennes qui s'installent au Luxembourg, c'est tout de même un bon signe. Mais depuis, il y a eu aussi eSpace qui vient du Japon. Il y a la première start-up européenne, Blue Horizon, qui est en fait une filiale de OHB en Allemagne. Et vous apprendrez, je pense, au cours du mois de juillet, qu'il y en a deux autres qui arrivent. Donc on en est pratiquement aujourd'hui à 6 startups qui se sont installées, qui travaillent déjà pour ce projet de Space Resources. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, c'est que ceci a créé un mouvement dans le monde, puisque le Luxembourg est en train de négocier des accords de coopération sur le sujet de Space Resources avec les Émirats. Donc, et ça sera dans peu de temps, avec le Japon, avec certains pays européens. Donc il y a un mouvement, ça crée un mouvement. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est que cette initiative a créé un mouvement de dimension mondiale. Dernière chose, c'est que Space Resources, est-ce que c'est une affaire de ressources ou une affaire d'espace ? Et ça, c'est un élément important, c'est d'essayer de briser la barrière qui existe entre le monde spatial et le monde terrestre. Et je pense que cette initiative Space Resources, elle intéresse autant l'industrie des ressources terrestres, et j'ai découvert des industriels des ressources terrestres dont j'ignorais totalement l'existence, et certaines installées au Luxembourg. Bon, il y a ArcelorMittal, mais il y a aussi d'autres sociétés, et il y a un intérêt de plus en plus important de ces industriels des ressources terrestres qui s'intéressent aux ressources spatiales. Et ça, je pense que c'est un élément important, parce que ça permet de créer de plus en plus de synergie entre le monde spatial et le monde terrestre. Et je crois que ça, c'est en parlant de nouvelle économie, je pense que c'est ce qui caractérise le plus la nouvelle économie. Hier, j'assistais à une réunion dans laquelle la question posée était: est-ce que les voitures autonomes, c'est encore le secteur automobile ou le secteur Internet ? Et ça, je pense que ce sont des questions très importantes, parce qu'il y a de moins en moins de frontières entre les secteurs économiques et industriels. Bon, pour rester côté de l'argent, vous êtes toujours vulgaire. Hein. Je parle de rêve, et vous revenez toujours au problème d'argent. C'est vrai. Alors, quelle est l'articulation de ces 200 millions d'euros
mise sur la table par le gouvernement luxembourgeois? Oh ben cet argent, c'est le gouvernement du Luxembourg qui décide comment utiliser cette ligne budgétaire. Et d'ailleurs, ils l'ont montré où ils prennent des parts dans les startups. Qu'ils ont déjà fait. Ils ont déjà fait avec Planetary Ressources, où ils financent 45% des développements technologiques proposés par les startups. R&D de voilà, donc il y a deux aspects, deux aides de la part du gouvernement du Luxembourg aux startups qui viennent s'installer au Luxembourg. C'est ou une prise de participation pour aider la start-up à grandir, ou alors des développements, aider au développement technologique. C'est-à-dire la seule condition que le gouvernement de Luxembourg met à ce type de financement, c'est que la société s'installe au Luxembourg. Il n'y a aucune règle concernant la nationalité des capitaux. Parce que la loi américaine ne s'intéresse qu'aux sociétés qui sont au moins à 51% américaines. Bon, c'est la règle habituelle aux États-Unis. Au Luxembourg, il n'y a pas de critères concernant la nationalité des investisseurs. Je peux créer une antenne au Luxembourg avec un homme et un chien et rapatrier tout l'argent vers la Californie et ça va? Je ne suis pas si sûr. Il faut que les emplois soient et les activités soient démontrées. Mais l'intérêt, c'est d'essayer que le Luxembourg fait, c'est de faire en sorte que ces startups s'installent dans cet écosystème universitaire qu'il développe au sud du Luxembourg. Et ce qui est fascinant dans tout cela, parce qu'il y a des sociétés qui ont des investisseurs privés, qui ont d'autres choses à faire avec leur argent, qui investissent tout de même dans un projet qui est, dans le plus optimiste des scénarios, rentable d'ici, 20 ans? 15 ans? Vous savez, c'est la caractéristique, il ne faut pas découvrir la nouvelle économie, c'est la caractéristique de la nouvelle économie, c'est d'investir sur des business futurs et pas sur les business actuels. Ouais. Je disais tout à l'heure, je ne sais plus qui, c'est tout de même extraordinaire qu'on donne beaucoup plus de valeur au business futur qu'au business actuel. C'est-à-dire la société Rocket Lab, elle a fait un lancement, qui est un échec. Elle est évaluée à $1 milliard. Arianespace, qui tire entre 10 et 12 fois par an avec succès, sa valeur est loin d'être $1 milliard. On a bien vu dans l'échange de parts entre le CNES et Airbus. Donc là, on accorde beaucoup plus de valeur à la perspective de business qu'au business actuel. Donc, c'est-à-dire, l'espace n'échappe pas à cette règle. Et vous êtes d'accord que c'est de la folie, ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... Rocket Labs vaut une valorisation plus qu'Arianespace. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... Ouais, ce business, c'est-à-dire, il y a beaucoup de business, de business case qui, in fine, seront des échecs. Le gros intérêt de ceci, c'est que ça génère un mouvement qui développe des technologies. Et les technologies qui sont développées sur ces business du futur, ces technologies restent. Donc il y a toujours un résultat tangible dans ce genre d'activité. Donc les ressources spatiales, oui, c'est un business qui est beaucoup plus lointain, mais je suis sûr que ce business permettra de développer des technologies qui, elles, seront très importantes, y compris d'ailleurs pour les ressources terrestres. Il y a un certain nombre de capteurs qui sont en cours de développement pour caractériser les astéroïdes, parce qu'aujourd'hui il faut faire un catalogue d'astéroïdes, quelles sont les ressources qui existent dans tel astéroïde. Ces mêmes capteurs seront utilisés pour regarder les ressources sur Terre. Et c'est pour ça que l'industrie des ressources terrestres s'intéresse à ce genre d'initiative. Donc, il en restera toujours quelque chose. Et juste un dernier point, je crois que une des sociétés de microsatellites qui vont lancer cet automne, ce lanceur indien, c'est ça? Le lanceur indien, le PSLV? Oui.
oui. Donc c'est du concret maintenant. Oui, normalement, il y a au moins Prospector X qui devrait être lancé à la fin. Ils ne vont pas toucher un astéroïde, ces satellites, ils vont non, simplement... pas du tout. Non, ce sont des démonstrateurs technologiques. Alors par exemple, sur Prospector X, je ne veux pas faire de la concurrence à Anne, surtout que ce qu'elle fait, c'est génial. Mais d'ailleurs, sur Prospector X, il y aura des démonstrateurs technologiques, non seulement de détecteurs, mais il y aura le premier moteur fusée à eau qui sera testé sur Prospector X. C'est pas ionique. Ah non. On chauffe de l'eau et de l'eau chaude qu'on détend, ça fait une poussée. Ça n'est pas la machine de Denis Papin, mais c'est encore beaucoup plus simple. Ok. Bon, on va revenir peut-être. Alors, Nicolas Chamessy, on parlait de l'ubérisation de l'espace. Maintenant, on va parler un peu de ce que fait G7 pour contrer cette urbanisation, pour le rejoindre. Airbus a pris une part de risque dans plusieurs programmes maintenant, qui sont réels. L'investissement est déjà fait. Donc Airbus n'est pas simplement celui qui gère une flotte de biens, mais avec l'Agence spatiale européenne, avec le CNES, avec les investisseurs privés, Airbus a déjà su prendre des risques qui ne sont pas encore... c'est toujours risqué, n'est-ce pas? On n'a pas encore de résultats définitifs. Oui, alors comme tu vois, moi je suis, après Anne et Jean-Jacques, je suis aussi le représentant d'une start-up, Airbus. Donc l'entreprise que je dirige fait pas tout à fait la même taille que ThrustMe, même si effectivement j'ai levé la main tout à l'heure, parce que c'est des sociétés qu'on connaît évidemment, et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc 10 000 salariés et plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bon, voilà, on n'est pas tout à fait dans la même catégorie, mais on travaille forcément toujours et en permanence avec des sociétés comme ThrustMe. Bon, d'abord, je crois qu'on a oublié de mentionner que Anne a reçu un prix hier, il me semble, délivré par le Paris Air Forum. Je crois que ça méritait d'être signalé également. Propulsion électrique, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, donc effectivement, nous, c'est des technologies qu'on utilise depuis longtemps. Comme tu l'as rappelé, on a lancé un satellite il y a 2 semaines à peu près, depuis Kourou, le jeudi, il y a 2 semaines, qui est un satellite complètement électrique. Donc il n'y a plus de propulsion chimique à bord, qui était le système traditionnel et qu'on connaissait bien, qui était assez fiable. Voilà, donc le satellite a été lancé et on a mis en œuvre, on a allumé le système de propulsion électrique il y a à peu près 8 jours, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, et il fonctionne. Et on est parti pour, disons, 4 mois ou 4 mois et demi de changement d'orbite. On veut porter le satellite sur son orbite définitive. Donc c'est des propulseurs qui sont un tout petit peu plus gros que cela quand même, mais le principe est, disons, en gros, le principe est à peu près le même. Et donc le satellite va monter sur son orbite pendant 4 mois et demi, peut-être, on verra combien de temps, en fonction de l'efficacité du système. Et puis ensuite, pendant 15 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans peut-être, le système va être contrôlé sur son orbite, aussi par des propulseurs électriques comme ça. Voilà le genre de choses qu'on a décidé il y a déjà quelques années. Ce n'était pas ThrustMe, c'est d'autres, des concurrents que Anne a cité tout à l'heure, qu'on utilise, pour lesquels on a pris un risque. On a décidé de le prendre avec le soutien des agences, du CNES en l'occurrence, jusqu'au point où on dit, ben voilà, on est prêt à le faire, et nos clients sont prêts à nous suivre. Juste pour rappel, Nicolas, le satellite, on en parle maintenant, pesait 3,5 Il pesait 3,5 tonnes. Alors pour celles et ceux qui connaissent à peu près le mode le secteur spatial, un satellite de cette taille, avec ses performances et cette charge utile, les performances de cette charge utile, dans une configuration normale, il aurait pesé 6 tonnes à peu près. Le fait d'embarquer des propulseurs électriques fait qu'on n'a plus besoin d'emporter avec nous quelque chose comme 2 tonnes d'ergols, dans notre jargon, et on les remplace par 300-400 kg de xénon, qui est un gaz rare, qui sert, alors c'est pas le même que celui de ThrustMe, mais on emporte 300 kg au lieu de 2 tonnes. Ce qui a un avantage qu'on peut utiliser d'une manière ou d'une autre.
soit le satellite est beaucoup moins lourd, ce qui est le cas de celui qu'on a lancé, ce qui fait que le prix du lancement est réduit, puisque le prix du lancement globalement est proportionnel à la masse, soit on dit on garde la même masse de satellite et on remplit le satellite de beaucoup plus de charge utile. Dans la limite de ce qu'on peut faire, puisque les satellites sont un volume limité, on ne peut pas rajouter indéfiniment des antennes, des transpondeurs et des équipements électroniques. Donc effectivement, c'est un satellite de 3,5 tonnes qui, dans une configuration antérieure, aurait pesé 6 tonnes et aurait coûté beaucoup plus cher au lancement. Et la pénalité, c'est qu'il faut attendre 4 mois et demi avant que ça... Alors, ça c'est l'arbitrage que doit faire le client. Le client doit se dire, soit j'utilise un satellite avec une propulsion, disons, traditionnelle, qui pourra rejoindre son orbite en 2 semaines, 3 semaines, on se laisse 10-15 jours de test et on transmet les clés au client en disant maintenant c'est le tien, tu l'utilises. Soit le satellite coûte moins cher, enfin le lancement coûte moins cher en tous les cas, mais il va falloir 3 mois, 4 mois, 5 mois avant le moment où tu pourras prendre en compte ton satellite et commencer à en faire une utilisation commerciale. Voilà, c'est un trade-off que doivent faire les opérateurs. Ça, c'est pas nous, fabricants de satellites, qui pouvons le faire, mais les opérateurs le font et ça fait partie des trade-offs qu'ils vont devoir faire de plus en plus souvent. Donc ça, c'était le premier type de risque qu'on a pris il y a déjà quelques années en se disant on va développer les systèmes de propulsion électrique et ça a plutôt bien fonctionné puisqu'on a lancé le premier qui, je touche du bois, continue à bien fonctionner. Et puis on en a 5 autres en cours de développement et de production dans nos labos, et dans nos bureaux d'études et dans nos salles blanches, qui vont être lancés dans les mois ou les quelques petites années qui viennent. Donc voilà, on voit bien que c'est une tendance de fond qui va se poursuivre. Alors évidemment, si on voulait utiliser des propulseurs de cette performance, il en faudrait beaucoup. Ce qui diminue le risque, mais ce qui augmente la complexité. Et comme le disait Anne tout à l'heure, on peut faire un scale-up de ce type de techno, et qui sait si on ne l'utilisera pas plus tard dans d'autres systèmes. Autre système que tu as mentionné tout à l'heure, dans lequel on utilise aussi de la propulsion électrique, et dans lequel aussi le groupe Airbus, malgré la remarque un peu désobligeante que tu as fait en début de séance, est capable de prendre des risques. Je me faisais de la violence en disant ça. Tu te faisais violent, bon. Donc, secteur dans lequel on est aussi capable de prendre des risques. Et en l'occurrence, le cas auquel on fait référence, c'est le système OneWeb. Donc si vous n'avez pas entendu parler, vous entendrez parler assez rapidement, puisqu'on inaugure la chaîne de production à Toulouse le 27 juin. Alors ce dont on parle, c'est un système de constellation pour distribuer, donner l'accès à Internet sur toute la surface de la Terre, et aussi sur les surfaces émergées et non émergées, ce qui évidemment n'est pas très efficace, mais enfin, ça c'est la géographie terrestre auquel on ne peut pas beaucoup changer. Système qui va quand même consister à déployer jusqu'à 900, l'ordre de grandeur, regardez, entre 900 et 1000 satellites, avec un rythme de production qui chez nous va être de un peu plus de 2 satellites par jour. Hors de grandeur, l'année dernière, on a dû produire 10 satellites dans l'entreprise que je dirige. 10 satellites en un an, on va maintenant en produire 2 par jour. Ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Alors évidemment, les satellites dont je parle, ce n'est pas des satellites d'une complexité effrayante, ce n'est pas des satellites très gros, mais malgré tout, ça nécessite un changement de paradigme en termes de philosophie de développement, philosophie de gestion de la supply chain, gestion même des lignes d'assemblage, qui sont des lignes d'assemblage. Jusqu'à présent, un satellite, ça se construit en poste fixe, le satellite ne bouge pas ou très peu simplement pour aller faire des essais. Là, on parle d'une chaîne semi-automatisée qui va devoir quand même fournir 2 satellites tous les jours, au minimum 2 satellites tous les jours. Voilà le type de... Et là, c'est une entreprise privée, hein, financée par du financement privé, dont Airbus d'ailleurs, on a participé au capital, mais voilà, une entreprise qui regroupe du capital de sociétés aussi diverses que Bharti, opérateur de télécom en Inde, Grupo Salinas, un opérateur au Mexique, enfin à vocation mondiale évidemment, Intelsat, Qualcomm, Virgin, Coca-Cola même, qui est actionnaire de cette société. Donc voilà, un panel d'investisseurs privés à vocation mondiale
prêt à prendre des risques pour le déploiement d'un système qui est quand même un changement de paradigme fondamental dans notre industrie et dans lequel on a pris la responsabilité du développement des satellites et de la propulsion électrique. Donc voilà, 2 types d'innovation, 2 types de prise de risque qu'on combine dans un seul système. Troisième exemple aussi, pardon. OneWeb a levé 1,2 milliard, 1,7 milliard maintenant. OneWeb. Il y a déjà, alors je ne sais plus quel est le chiffre puisque ça change tout le temps, on a dépassé le milliard de levée de capitaux. Et puis évidemment, ça sera pas forcément, enfin le financement ne sera pas uniquement en equity, ça sera du financement bancaire avec des garanties des agences d'export de crédit bien entendu. Donc voilà, le financement se déroule comme prévu. Il y a eu 2 rounds de financement initiaux. On a beaucoup parlé du financement de SoftBank qui est intervenu à la fin de l'année dernière. Voilà, donc tout ça se déroule normalement. Vous rappelez ces gens qui est SoftBank, pour ceux qui ne connaissent pas. SoftBank, c'est je ne sais pas comment on doit appeler ça, un consortium japonais à l'origine qui était une banque et qui s'est diversifié de manière assez large et qui investit dans un certain nombre de ventures à caractère technologique, mais pas uniquement de télécommunications. Y compris les réseaux cellulaires. Y compris les réseaux terrestres, y compris de la chimie, de la biologie, enfin voilà. Tous les jours qu'on voit quelqu'un déjà bien établi dans les gros réseaux cellulaires investir dans les satellites. Non, mais je pense que ça traduit la complémentarité qu'on voit tous les jours entre du réseau terrestre, des satellites de télécommunications géostationnaires qui sont le système traditionnel qui a été utilisé par les opérateurs de télécommunications depuis longtemps, et puis des constellations en orbite basse qui permettent de faire une couverture mondiale et un complément avec différentes performances techniques qui complémentent assez favorablement les systèmes de télécommunications géostationnaires. Dernier exemple d'investissement dans lequel le groupe prend des risques, et des risques assez significatifs. Certaines et certains d'entre vous se souviennent peut-être de cette société française qui appelait Spotimage, dont on voit des photos dans les sièges sociaux, dans les salles d'attente des sièges sociaux d'entreprise ou un peu partout, où on voit, par exemple, si vous regardez sur Google Maps, vous voyez souvent des images qui viennent de l'ex-Spotimage, qui viennent de satellites français. On le sait pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'images Google Maps qui sont prises par des satellites français. Voilà, donc on a acquis cette société qui est intégralement dans le périmètre du groupe Airbus. On opère 6 satellites actuellement. Et puis c'est des satellites dont on est bien placé pour savoir qu'au bout d'un certain temps, ils vont mourir. C'est pas parce qu'ils ont été mal conçus, au contraire, ils ont tendance à durer un peu plus longtemps que prévu, mais simplement les lois de la mécanique sont telles qu'au bout d'un certain temps, le satellite n'a plus d'ergol à bord et il descend. Bon, donc on sait que les satellites vont mourir. Le business est en croissance. À nouveau, le business, c'est pas un business de vente d'images. Vendre des images, ça a été le business initial de Spotimage, mais on est bien au-delà maintenant. On vend des images encore, mais on vend surtout des solutions, on vend surtout des produits, et ça je pourrais vous en parler un petit peu plus en détail si vous le souhaitez. Toujours est-il qu'on sait que ces ressources vont disparaître au bout d'un certain temps, c'est normal, et donc on a pris la décision d'investir nous-mêmes, sur nos propres fonds, sans engagement de personne, 4 satellites de très haute résolution. On a pris la décision il y a déjà quelques mois. Les satellites sont en cours de développement. On a déjà fabriqué les premiers miroirs. Les premiers miroirs sont en cours de polissage. Le segment sol est en cours de développement. Voilà, ça c'est un investissement, je vais vous donner le montant, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Parce qu'on croit au business et parce qu'on est prêt à prendre le risque business pour développer nos activités dans le futur. Voilà 3 exemples. Et si je pouvais en rajouter un 4e, les lanceurs. On a beaucoup parlé de lanceurs. Ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'il y a du financement ou du préfinancement industriel, assez significatif également. Là aussi, c'est du risque industriel. Alors il est peut-être un petit peu moins risqué que d'autres investissements, mais enfin il y a encore de l'investissement qui n'est pas l'investissement public. Tout à fait. En revanche, pour Spot 6 et 7, vous oubliez ça c'était aussi Airbus qui a investi. Le concurrent direct d'Airbus aux États-Unis, on parle beaucoup de l'appétit pour risque aux États-Unis, mais le concurrent direct d'Airbus dans cette affaire qui s'appelle Digital Globe n'aurait jamais investi sans filet gouvernemental aux États-Unis. Donc il y a une garantie de marché aux États-Unis et c'est pour ça que Digital Globe a investi dans ces satellites, uniquement
avec un contrat avec le gouvernement. Donc Airbus a investi son contrat. Et pour les 4 satellites qui vont être lancés quand? 2 en 2020, 2 en 2021. Ok. Ils sont identiques tous les 4? Ils sont quasiment identiques. Mais aucune garantie du gouvernement français ou qui que ce soit pour le marché? Aucune. Mais on sait que le marché est là, donc voilà, il faut développer le système le plus performant, il faut être à l'heure, parce que comme tu le disais, Digital Globe est là, ils ont des produits qui arrivent. Certes, ils sont backés par des gros contrats gouvernementaux, ça c'est vrai. Bon, nous on vend un certain nombre de produits de spot image ou de l'ex-spot image à des gouvernements, mais là on n'a aucune garantie. Mais on y croit. On a fait, c'est pas une décision qu'on prend en lançant une pièce le matin ou en se rasant. Pardon, c'est une mauvaise référence. Voilà, donc on fait des analyses de marché et puis on décide ou non de le faire. En l'occurrence, on a décidé de le faire. Et une fois qu'on a décidé de le faire, là il ne faut pas perdre de temps, parce que le time to market est absolument indispensable. La concurrence est là et en plus les satellites qu'on opère actuellement, on sait qu'ils vont mourir. Bon, il y a 2 sortes d'investissements qu'un maître d'œuvre peut faire. L'investissement qui garantit le contrat. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit, sauf le contrat. Et il fallait un petit investissement dans le capital de la société afin d'avoir le contrat. Il y a des investissements en plus long terme où on croit vraiment dans le business. OneWeb, c'est lequel? Oh bah c'est clairement le deuxième. Enfin, on n'a pas investi pour avoir le contrat, on a investi parce qu'on croit au business. C'est quand même comme ça que ça s'est passé. L'idée de livrer l'Internet, tout un chacun par le monde, à bas prix, les villages en Afrique. Absolument, oui. Avec un système déploiement rapide. On est exactement dans la même philosophie que ces satellites d'observation dont je viens de parler. L'objectif, c'est de livrer le plus tôt possible. Et c'est pour ça qu'on inaugure notre... Enfin, je pourrais expliquer un tout petit peu plus en détail le schéma industriel. On inaugure à Toulouse le 27 juin notre première ligne de fabrication et on est en train de construire, enfin vous avez peut-être vu dans la presse, on a commencé la construction d'un deuxième site en Floride qui va être le site de production principal. Donc on va avoir 3 chaînes d'assemblage. Et pourquoi on a besoin de 3 chaînes d'assemblage? Parce qu'il faut, et pourquoi on s'embête à produire 2 satellites par jour? C'est compliqué de produire 2 satellites par jour. Alors nos amis des avions commerciaux le savent bien, on livre plus de 2 à 320 ou plus de 2 avions par jour. C'est pour ça d'ailleurs qu'on bénéficie de l'effet du groupe. On est évidemment allé voir nos amis d'Airbus commerciaux en disant comment vous faites pour livrer 2 avions par jour. Pourquoi on le fait? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, livrons un satellite par mois, ça suffira bien. Sauf que quand on en a 900 et qu'il en faut, je ne sais pas, 600 ou 700 en orbite pour commencer à avoir un service efficace, eh bien, il faut les lancer, il faut les produire très rapidement et les lancer le plus rapidement possible. C'est pour ça que OneWeb a passé commande d'un grand nombre de lanceurs à Arianespace, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour Arianespace, mais on est sur un rythme de lancement, il faudrait redemander à Stéphane Israël, mais ça doit être toutes les 3 ou 4 semaines. C'est comme ça de ça dont on va parler. 30 satellites, 35 satellites, toutes les 2 ou 3 semaines. Parce qu'il faut que la constellation soit le plus tôt possible en orbite pour pouvoir commencer à livrer du service. Je n'aimerais pas avoir un système de téléphonie qui fonctionne 10 minutes toutes les heures. Ça ne crée pas un business. Hein. Il faut que ce soit seamless, permanent. En quoi, pour les satellites d'observation de la Terre, le risque est moindre parce que le marché est déjà bien établi par Spot Image, entre autres. Pour OneWeb, le plus gros risque, c'est quoi? Pour Airbus, j'entends bien. Pour Airbus, en tant que co-développeur, coproducteur des satellites, on maîtrise les processus de développement des satellites. Ça, on sait faire, on en fait quand même beaucoup. La difficulté, ça va être de gérer une montée en cadence et un schéma industriel qui permet de tenir des rythmes qu'on n'a jamais vus. Hein, c'est nous, mais c'est nous, et comme toujours dans notre profession, c'est nous et toute la supply chain qui va derrière. Des propulseurs comme ça, il va falloir en produire, si on produit 2 satellites par jour, je ne sais pas combien on en a à bord, on doit bien avoir 2 ou 3. Ça veut dire que tous les jours, il faut qu'il y ait une entreprise qui, tous les jours, livre 6 propulseurs et qui soit bon pour vol. Les senseurs stellaires, on parle volontiers, puisque c'est un produit qui a été gagné par une société française qui est dans notre groupe, qui s'appelle Sodern. On en a 2 par satellite.
Donc tous les jours, il va falloir que cette société produise entre 4 ou 5 senseurs stellaires, qui ne sont pas des équipements d'une simplicité reconnue, disons. Hein. Je pense que Sodern il faudrait demander au PDG s'il était là, et on a dû en produire, je ne sais pas, une vingtaine l'année dernière, une trentaine, ça doit être l'ordre de grandeur, enfin, même si je me trompe d'un facteur 2, c'est ça l'ordre de grandeur. Là, il va falloir qu'ils en produisent 4 par jour, 4 ou 5 par jour. Donc voilà, ce qui est important, et ça je pense que le groupe Airbus sait le faire, parce qu'on fait la même chose quand on produit des hélicoptères, on fait la même chose quand on produit des avions, c'est à la fois de gérer le développement d'un produit complexe, de gérer une ligne d'assemblage finale, de gérer une relation avec le client, mais surtout de gérer aussi une chaîne de production. Une remarque. Ok, on a très peu de temps. Oui, non, je voudrais faire une remarque sur les senseurs stellaires, parce que donc Nicolas a beaucoup insisté sur la montée en production. Moi, je voudrais signaler, puisque tout à l'heure on parlait argent, que les senseurs stellaires en question ont un prix qui a été diminué par 100. Et ça, c'est irréversible. Quand je disais tout à l'heure que le business permet de faire des progrès technologiques ou des progrès de production, ça se traduit par une diminution très sensible, puisque c'est pratiquement un facteur 100. Mais est-ce que c'est pérenne? Parce que là, ils ne vont pas garder cette ligne de production à ce volume à jamais. Ben, si je peux me permettre, toute remarque absolument pertinente de Jean-Jacques, comme toujours, mais ce n'est pas uniquement sur les senseurs stellaires, c'est sur l'ensemble des équipements et l'ensemble des services qui rentrent dans la production de ce satellite. Le prix, je ne vais pas vous donner le prix précis, le prix précis du satellite, mais le target de prix, il est en dessous d'$1 million. $1 million pour un satellite de 150 kg. C'est à la fois en termes de masse, de rythme de production et de prix de production, de coût, c'est des choses qu'on n'a jamais faites. Ouais. Et ça, peut-être qu'on ne fabriquera pas des senseurs stellaires à raison de 4 par jour tout le temps. En revanche, ce qui a permis d'arriver à un prix de senseur stellaire, et pour tout le reste, pour le système de propulsion, pour le calculateur embarqué, pour les harnais, pour les structures métalliques, ce qui a permis d'arriver à des prix comme ça, c'est qu'on a fondamentalement, avec toute la chaîne de production, revu complètement la philosophie de développement. Complètement. Et ça même si on arrête de produire des senseurs stellaires, parce qu'il n'y aura peut-être pas des constellations ad vitam aeternam, ou disons pas de manière permanente, au moins l'effort qu'on aura fait pour réfléchir au design to cost, aux exigences strictes et minimum, ça restera. Le changement que ça induit dans les modes de fonctionnement, le mode de raisonnement des équipes, et pas uniquement d'Airbus, mais de toute la chaîne de production, ça restera. Qu'on continue à produire ou non. Avec ou sans constellation. Avec ou sans constellation. Ok. S'il y a des questions dans la salle, oui, je sais. On est en retard. Mais s'il y a des questions aux gens dans la salle, je veux bien. Madame. Oui, bonjour. Vous avez rapidement mentionné tout à l'heure, vous parliez peut-être de produits et de vente de produits et de services. Oui. Alors, effectivement, c'est pas sous ma responsabilité directe, mais je connais un petit peu le business. Spot image, à l'origine, je vais utiliser le mot spot image parce que si je vous donne la dénomination juridique de la société, on y passera l'après-midi ou la matinée. Au début, on vendait des images. Hein, typiquement, vous alliez, d'ailleurs, on en vendait beaucoup à des organismes institutionnels. Maintenant, on vend des produits et des solutions. Typiquement, un opérateur minier. Prenons des exemples réels. Un opérateur minier qui dit, écoutez, est-ce que vous pourriez me dire, toutes les semaines, me donner un modèle numérique en 3 dimensions de ma mine? Et comme j'ai d'une semaine sur l'autre des modèles numériques, il suffit de faire la différence entre les deux, et ça me permet de voir exactement où j'ai extrait du matériau et combien j'en ai extrait. Deuxième application, une chaîne de grands magasins à vocation mondiale qui dit, moi je voudrais savoir quel est le taux d'occupation de mes parkings. On peut dire soit on envoie un employé de la société compter le nombre de voitures
les marquer sur un plan du parking, soit on fait passer des satellites, les satellites sont là, on ne les fait pas passer par... On fait des prises de vue, et ensuite on a des algorithmes, c'est un peu, la mode en ce moment, mais c'est vrai, des algorithmes de machine learning ou de deep learning, qui permettent automatiquement, sans qu'il y ait presque aucune intervention humaine, de compter automatiquement le nombre d'heures. Un opérateur de réseau ferroviaire, qui doit surveiller son ballast, sur des milliers de kilomètres, alors il n'y a pas besoin de vérifier ça toutes les semaines, mais qui doit vérifier que son ballast s'enfonce dans des proportions qui sont raisonnables. Soit il fait passer une drésine avec quelqu'un avec un télémètre laser, soit on dit écoutez, on va vous faire 2 images, enfin on se débrouille, on fait plusieurs images successives et on mesure par traitement d'image l'enfoncement du ballast. Et on peut fournir de manière globale des cartes d'affaissement du ballast. Alors, on ne parle pas c'est pas des centimètres, hein. Mais voilà le genre d'application et on peut développer à l'infini. Il y a des milliers, c'est pour ça qu'il y a autant de concurrents. On a un service, par exemple, on fournit des recommandations d'apport en intrants aux agriculteurs. Combien il faut mettre d'eau, combien il faut mettre de défoliants, combien il faut mettre d'engrais, et ça, par analyse d'image. Alors là, ce qui est important, l'image est importante, c'est le produit brut. Et ce qui est très important, et c'est ce qu'on fait depuis des années, de travailler avec tous les spécialistes de ces verticaux, et en particulier avec les spécialistes de l'agrobiologie, qui peuvent nous dire, avec lesquels on peut définir quels critères il faut regarder dans une image et qui sont pertinents vis-à-vis de ce qu'on veut mesurer. Par exemple, si on veut savoir combien il faut rajouter d'engrais azotés, il y a des caractéristiques dans l'image qu'il faut traiter pour pouvoir en sortir l'information. Voilà le type de service, mais on peut les déployer à l'infini. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on développe et c'est ce qu'on vend chez Airbus. Non, pas tellement. Pour Airbus, non. Mais en tout cas, on nous vire maintenant. Donc, vous pourrez me joindre. Merci nos intervenants. Merci.